10 millions d'heures pour faire un paquebot. Vous vous rendez compte? 23 heures, une voiture. On parle que des voitures. Pourquoi on ne parle pas de nos bateaux? C'est étonnant quand même. Les métiers du maritime ne sont pas suffisamment reconnus. Les compétences ne sont pas suffisamment reconnues. Alors maintenant, je vais défendre la construction navale. La mer, c'est une chaîne de compétences. C'est dommage, vous ne voyez rien. Mais bon. Il y a la marine marchande, la construction réparation navale, le nautisme, la course au large, la pêche, la conversion de navires. Ne pas oublier, les navires, on les modifie, d'autant plus maintenant, parce qu'on est aussi une économie responsable. Donc, on ne va pas dire chez nous on fait du circuit court, mais chez nous on fait du circuit qualitatif qui dure longtemps, et quand il est en fin de vie, eh bien on peut encore le modifier pour lui donner encore plus de vie. Alors, l'industrie navale, c'est plus de 85% des entreprises qui sont des PME. La Bretagne, c'est la place de l'industrie navale. On est les premiers. On lâche rien. Les autres, ils peuvent essayer. Ça ne marchera pas. C'est 48 700 emplois directs, l'industrie navale. C'est 32 150 emplois indirects. La navale française, c'est 652 établissements, 11,5 milliards de chiffre d'affaires. 45% de chiffre d'affaires à l'export. Ça, c'est la navale, la construction navale française. L'industrie navale en Bretagne, si on décline, eh bien c'est 28 000 emplois, excusez-moi, sur plus de 240 établissements, entreprises régionales. BPN, le cluster industriel en chiffres, donc c'est des vrais chiffres, validés, sécurisés. Ça représente 24 173 emplois sur 207 entreprises membres et sur les trois filières du maritime que nous portons. La Bretagne économique, c'est le maritime, 7 160 établissements, 70 350 emplois en Bretagne, c'est 5,4% de l'emploi breton. La construction, la réparation navale et le nautisme, c'est 25% de ces 70 000 emplois en Bretagne. Ces sources, elles sont validées. Non seulement il y a du BPN, mais il y a l'Observatoire de l'économie maritime en Bretagne, il y a les études d'entreprise que nous menons. Donc c'est vraiment la réalité du territoire. On a dit qu'on ne vous cacherait rien, on ne vous cachera rien. Alors je vais passer la parole maintenant à ma partenaire qui va vous faire le transport maritime. Merci Anne-Marie. Merci pour cette présentation et merci à la pilote de ce merveilleux salon qui est ProMR. Alors, les vrais chiffres, j'ai bien compris, le transport maritime, on l'entend souvent, c'est 90% des marchandises qui sont transportées par nos navires, les navires où vous avez des équipages, des marins, des femmes qui assurent justement ce transport et qui assurent cette souveraineté alimentaire également et qui nous permettent, dans des conditions parfois un peu difficiles, d'avoir tout ce qui va bien chez nous pour pouvoir continuer à vivre, à se nourrir. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut rappeler. 78% des importations françaises sont assurées également par le transport maritime. C'est pas anodin et on a tendance à l'oublier ou à ne pas le savoir et donc il est toujours bon de le rappeler. 102 000 emplois au niveau du transport maritime. Dans les 102 000 emplois, vous avez 22 000 emplois directs, dont 16 000 navigants, 16 000 marins, hommes, femmes, toutes fonctions confondues, des matelots aux capitaines, des graisseurs aux chefs mécaniciens, des électriciens, des électroniciens. 6 000 sédentaires, bien évidemment, pour pouvoir assurer la liaison entre les navires, entre les équipages. Il faut du personnel dans les compagnies maritimes pour assurer le travail. Et 80 000 emplois indirects, les agences maritimes, des transitaires, des assureurs, les sociétés de classification. Donc ça représente un certain nombre de compétences, bien évidemment, et de métiers, des métiers qui ont besoin justement de nouvelles compétences. On est en Bretagne, donc focus sur la Bretagne, 250 navires référencés au niveau du transport maritime, plus de 4 000, alors ça a été précis, elle a dit les vrais chiffres, donc on a bien calculé, c'est 4 801 marins, dont 709 femmes. Encore des efforts à faire, mais avec des organisations telles que Vista, voilà, on est là aussi pour promouvoir la mixité des métiers de la mer
et 235 marins plaisance professionnelle, dont 46 femmes. Voilà. Et comme le disait Anne-Marie, ceci est référencé à travers des observatoires et également la monographie de la Direction interrégionale de la mer. Parlons des hommes, parlons des femmes, qui justement permettent que ces navires puissent transporter l'ensemble de ces marchandises. Alors les métiers de navigants, ce sont des métiers variés. Des métiers variés, c'est lié au secteur d'activité, c'est lié aux différents types de navigation. On peut penser que les formations sont similaires, mais derrière, après, il y a des réalités d'exercice en fonction que vous exercez votre métier à bord d'un navire océanographique, bientôt des cargos véliques. Il y a des spécificités en termes de formation. C'est des métiers réglementés, donc encadrés par des conventions internationales, mais je voudrais surtout mettre en avant stratégique. Comme je disais, donc, il y a une continuité au niveau de la souveraineté de notre pays, c'est important. Il y a des navires qui assurent justement le transport de tout ce que nous avons besoin. Stratégie également au niveau souveraineté alimentaire, il est bon de le rappeler, et là, c'est un clin d'œil aussi à la profession des marins-pêcheurs. Promotion sociale, vous pouvez commencer en tant que matelot et pouvoir évoluer vers des métiers de direction, donc des métiers second capitaine, en suivant différentes formations. Mixité, bien évidemment, donc il faut dire aussi que les jeunes femmes, les jeunes filles ont leur place au sein de ces métiers-là. Savoir-faire et savoir-être, il faut réunir un certain nombre de qualités pour devenir marin. Esprit d'équipe, de solidarité, il faut avoir une ouverture d'esprit, de curiosité. La curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Il faut avoir une capacité également, on en parlait là tout à l'heure, une capacité d'adaptation. On pourrait être marin, les deux, tu vois. Un sens de la responsabilité et le dépassement de soi. Alors ces métiers, ils intègrent des enjeux. À l'heure actuelle, on parle des enjeux environnementaux. Bien évidemment, le transport maritime a toujours été innovant dans ce domaine-là et met en place un certain nombre de dispositifs pour améliorer et diminuer surtout son impact sur l'environnement, sur la biodiversité. Ils intègrent également des enjeux numériques. Ce sont des métiers innovants. Donc là, je vous invite à aller à la rencontre de l'ensemble des compagnies qui sont présentes sur le salon. Alors la pêche maritime en France, c'est, comme l'a dit Anne-Marie et d'ailleurs Anne, c'est un des secteurs qui, en particulier pour la région Bretagne, mais pour le pays entier, est extrêmement important, répond à des enjeux notamment de souveraineté alimentaire, ainsi que toute la filière halieutique qui s'accompagne de ces pêcheurs. Alors la filière pêche en France, c'est 68 000 emplois directs, 60 ports de pêche, 20 000 marins-pêcheurs, donc des professions de navigants, 7 681, on n'a pas arrondi non plus, navires de pêche, et puis des entreprises d'aquaculture, donc avec de la pisciculture, ou bien ça peut être, on peut y ajouter les coquillages, donc la conchyliculture, on peut y ajouter l'algoculture. On a des entreprises de mareyage ensuite. Et alors pour faire un petit focus sur la pêche en Bretagne, comme les chiffres sont affichés, on a 22 ports de pêche, 5000 marins-pêcheurs, 1150 navires, avec 815 entreprises d'aquaculture et puis 106 entreprises de mareyage. Alors la profession de marin-pêcheur, c'est une profession qui est passion, c'est-à-dire qu'il faut aimer la mer, il faut aimer les navires, il faut aimer naviguer, il faut aimer le poisson, il faut aimer des conditions de travail qui sont bien spécifiques à la mer, et avec une rémunération qui, elle, vu qu'on a dit qu'on parlait sans filtre, qui elle se calcule à la part de pêche, et donc en moyenne, en Bretagne, je donne que des chiffres sur la Bretagne, on peut partir sur 2700 € net à la part de pêche. Il faut bien avoir en tête que c'est un métier dans lequel on peut évoluer aussi. Alors ça implique des formations continues, mais on peut commencer matelot, continuer POSCO et puis terminer patron. Alors matelot, c'est vraiment le début, et puis patron, c'est quand on est le chef de l'armement, donc le numéro 1. Et donc bien entendu le salaire évolue aussi en fonction de ça. Alors François, il va avoir un exercice un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas de projection. Donc il va vous la faire a cappella, mais là aussi, croyez-le,
il y a une totale transparence et tous les chiffres qu'ils vous annoncent ont été validés dans les entreprises. Ce n'est pas une entreprise, c'est 67 entreprises bretonnes sur tous les métiers qui ont validé ces chiffres, qui nous ont communiqué les salaires, les vrais salaires. Voilà, donc je pense que c'est très intéressant. On nous fait bien souvent le reproche de ne pas vouloir parler de ce sujet. Or, quand vous êtes embauché, quand vous allez dans une entreprise, il est bien rare que vous sortiez de votre entretien sans avoir demandé combien je vais être payé. Donc, c'est aussi attractif et il est très intéressant de savoir que la filière du maritime, et je vais défendre la filière du maritime breton, paye bien. Voilà, je te laisse annoncer. Merci Anne-Marie, bonjour à tous. Je ne le fais pas a cappella exactement. Moi je suis le directeur général de l'École nationale supérieure maritime, qui est une école qui forme des officiers de la marine marchande. Vous verrez un spécimen tout à l'heure, Claire Vie qui vient de débarquer, et puis des ingénieurs en génie maritime. C'est une école qui a 2 sites en Bretagne, je vais couper la salle en 2, Saint-Malo et Nantes. Et donc, elle a aussi 2 autres sites qui sont au Havre et à Marseille. On forme donc des officiers sur 3 types de formations. Une formation d'ingénieur polyvalent, c'est-à-dire que c'est à la fois le pont et la machine. Une formation qui se déroule entre Marseille pour les 3 premières années et puis 2 ans, 2 ans et demi aujourd'hui, bientôt simplement 2 ans au Havre, autour de thématiques variées qui vont de la machine et au pont, mais d'enseignements fondamentaux à de la construction du navire, en passant par de la thermodynamique ou encore des sciences humaines et sociales. Tout ça pour former des personnes qui, comme Claire Vie vous l'expliquera tout à l'heure, seront, on espère, si vite que possible, aux commandes des navires de la flotte française pour pouvoir faire rayonner le pavillon français. On a également 2 autres types de formations, qui sont des formations d'officiers monovalents, le pont ou la machine. Je vais parler plus spécifiquement de la machine, puisque c'est la formation qui se déroule à Saint-Malo. Une formation qui se déroule en 3 ans, avec une 4e année optionnelle qui donne un autre niveau de navigation et de perspectives ensuite directionnelles pour occuper des postes à bord là aussi des navires français. Et ensuite une formation officier pont qui elle se déroule au Havre, officier chef de quart passerelle internationale. Alors ça, c'est les formations dites formation initiale. On fait aussi de la formation professionnelle, il ne faut jamais l'oublier, pour des gens qui sont déjà en poste et qui souhaitent pouvoir évoluer. J'ai vu des représentants de Brittany Ferries dans la salle, je ne sais pas si ils sont encore là. Mais il y a un gros travail qui se fait aujourd'hui dans les différentes compagnies françaises. Et j'ai assisté récemment au baptême des deux navires, le Salamanca et le Galicia, et au cours desquels ces baptêmes, le sujet de la promotion sociale a été largement abordé, puisque comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est vrai, et c'est ce qui unit toutes les marines, ce qui est vrai, c'est que la promotion sociale marche encore en fait dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on peut commencer sur des métiers qui ne sont pas du tout des métiers directionnels, qui sont loin de ces métiers de commandant de navires, et grâce à cette école nationale supérieure maritime, y parvenir. On a également un gros travail à faire en complément avec les lycées maritimes à ce titre-là, et puis on en parlait avec Morgan Bourris, qui est directeur général adjoint de l'école. Il faut qu'on travaille avec les centres de formation continue, c'est vrai pour le CEPS, c'est vrai pour le CECM, et qu'on arrive à entretenir une offre et un réseau autour de la formation maritime en France, qui est une vraie plus-value qu'on peut offrir dans notre grande politique maritime. Troisième aspect, c'est donc la formation continue qu'on sait faire aussi à l'école. Au-delà de nos 1200 élèves en formation initiale et professionnelle, on a 4000... Oui, j'avais dit que je ne serais pas à cappella.
C'est ça que ça veut dire. Je disais donc qu'il y a à peu près 4000 stagiaires en formation continue chaque année sur ou des revalidations de brevets ou des choses différentes liées au secteur de l'éolien notamment, avec une création récente d'un outil de formation qui s'appelle le Global Wind Offshore, GWO, qui est basé à Saint-Malo. Alors, on m'a demandé de parler de salaire. J'espère qu'il n'y a pas que l'argent qui vous intéresse, parce qu'il y a quand même d'autres bonnes raisons d'embarquer et d'être sur ces métiers. Je dis embarquer, je fais une petite digression sur la filière nantaise, qui est les ingénieurs en génie maritime. On a aussi des représentants dans le cadre du forum du groupement de l'industrie navale. Ce sont des métiers qui embauchent, et ça tombe bien, puisque c'est des métiers auxquels on forme, et on a une formation dédiée, ingénieur en génie maritime, qui se déroule à Nantes, soit en direct pendant 2 ans de master, soit après une licence en sciences nautiques que l'on propose. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet. La question donc de la motivation, moi j'insiste évidemment sur le salaire, mais avant d'insister sur le salaire, je veux insister sur les compétences. On cherche dans cette école, et je crois que c'est vrai également dans les lycées professionnels maritimes et dans les structures de formation continue, je ne parle pas pour eux, on cherche des gens motivés avec du bon sens, pas forcément du sens marin. Il n'est pas nécessaire d'être né dans une famille de marins pour pouvoir faire carrière dans le domaine de la marine marchande. Il n'est pas nécessaire d'être né sur le littoral pour entamer des études dans le domaine de la marine marchande pour embarquer. Simplement, il faut avoir la tête sur les épaules, envie de partir, pas forcément très loin, mais de vivre dans ces milieux et d'être passionné par ces enjeux. Il faut être plutôt scientifique, donc avoir une appétence aussi pour le côté opérationnel. À bord d'un navire, vous faites tout. Vous faites la machine et le pont quand vous êtes polyvalent, mais vous apprenez à tout faire, à être parfaitement indispensable sur les missions que vous entreprenez. Et effectivement, tout ça, ça a un coût, et les entreprises françaises le savent. Donc pour démarrer, les officiers polyvalents, tu le confirmeras, sont payés à partir de 2007, 2008, 3 000 € en fonction des compagnies. Et en fait, ce qui est intéressant pour la suite, c'est surtout le régime indemnitaire. Vous savez que le pavillon français est soutenu sur 2 plans, le régime budgétaire et le régime fiscal. Vous le savez pas. Si vous ne le savez pas, je l'apprends. Mais la partie budgétaire est importante, mais la partie fiscale l'est d'autant plus, puisqu'il y a beaucoup de systèmes d'exonération. Ceux qui sont au registre international français sont exonérés d'impôts, et il y a des temps d'embarquement qui sont évidemment moins lourds que ne seraient des emplois à terre, plus exigeants évidemment, puisqu'on embarque plus longtemps, mais moins lourds que certains emplois à terre. Et les salaires peuvent monter très haut, jusqu'à 6 000, 7 000 € sur des postes de commandement. Autant de bonnes raisons pour vous, et dans le cadre de ce salon, pour rejoindre le secteur de la marine marchande, et autant de bonnes raisons pour le NSM d'être partenaire de cette édition de ProMR et des 2 prochaines, qui est pour nous un bon vivier de recrutement au regard de la pénurie d'officiers aujourd'hui sur le pavillon français, mais aussi partout dans le monde. Voilà, merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons enchaîner effectivement avec cette table ronde, et vous avez vu, donc nous avons 5 intervenants. Et la thématique, c'est pourquoi choisir les métiers et les entreprises de la filière. Donc je vous invite à vous installer. Enfin, si vous trouvez que c'est pas confortable, ne vous forcez pas. Hein, on est là pour passer un bon moment. En 2 mots aussi, je me présente. Donc je suis Marie-Noëlle Timédièvre, la directrice adjointe du cluster maritime français. Le cluster maritime, vous en avez entendu parler, puisque François en a parlé, mais c'est le rassemblement des acteurs de l'économie maritime française au niveau national. C'est bientôt 500 entités membres. Donc on représente tous les secteurs, dont le naval, dont le nautisme, dont la pêche, dont le transport maritime, dont les ports, les écoles, les universités, les sciences, les métiers de service, les banquiers, les courtiers, les assureurs, les cabinets d'avocats. Donc c'est une multitude de métiers. On fait la promotion de cette économie maritime en France, en Europe et à l'international. Et aujourd'hui, on est présent, enfin, ça fait des années qu'on soutient ProMR, parce qu'effectivement, l'industrie, l'économie maritime est un secteur en croissance. On se veut attractif, mais n'est pas suffisamment connu. Donc nous, on est là aussi pour
je dirais, lancer et développer des actions pour mieux faire connaître l'économie maritime et ses activités et ses métiers. C'est pour ça qu'on soutient Pro-Emer et Bretagne Pôle Naval en particulier tout au long de l'année. Et on est très engagé, et François aussi, donc dans cette thématique, cet enjeu d'attractivité des métiers et des formations, et également aussi en matière de mixité. Et effectivement, Anne l'a rappelé, je suis aussi présidente de l'association Vista France, qui rassemble les femmes du secteur maritime en France, mais c'est aussi un réseau international. Donc là, je suis très heureuse aussi parce que Anne-Marie m'a invitée à animer cette table ronde. Il se trouve que là, les femmes là, sont en majorité dans cette table ronde. C'est le choix d'Anne-Marie. Et en tout cas, j'en suis ravie. Et nous avons évidemment Corentin. Donc nous avons une mixité. Voilà. C'est pas la parité aujourd'hui, mais c'est la mixité qui compte. Et donc, je ne vais pas perdre plus de temps et je vais présenter les intervenants. La semaine dernière, donc, je les ai tous contactés et en fait, vous voyez la thématique, pourquoi choisir les métiers et les entreprises de la filière. Donc vous êtes dans la salle, vous vous posez certainement des questions. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je veux me reconvertir ou pas dans cette filière? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Combien on gagne? On va en parler. Est-ce que j'ai ma place? Donc, vous avez certainement toutes ces questions. J'espère qu'on aura le temps d'ailleurs de prendre vos questions à la fin de leurs interventions. En tout cas, je leur ai posé 3 questions pour se préparer à cette table ronde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans un métier lié à la mer? Qu'est-ce qui vous a aussi motivé? Quel a été votre parcours depuis tout petit? Parce que vous voyez que la plupart sont très jeunes. Et de nous parler de leur métier. Ce sera le point, je dirais, le point central de leurs interventions. Et puis à la fin aussi, je leur ai demandé, et ils partageront avec vous leurs conseils, leurs messages, peut-être des appels aussi qui s'adressent à vous. Et puis donc, comme je vous disais, j'espère prendre vos questions pour créer l'interactivité avec vous. Alors je vais commencer là. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les hommes. Donc Corentin, c'est vous qui allez démarrer la table ronde. Donc je vais vous présenter chacun. Et puis à un moment donné, vous aurez la parole. Alors Corentin Cariou, vous avez 25 ans, vous êtes technicien à Lieuth chez Ifremer. Vous vivez à Lorient. Et alors vous êtes attaché à la mer depuis toujours. Vous avez un grand-père qui était pêcheur. Passionné aussi de pêche, de plaisance. Voilà. Et ils vous ont transmis en tout cas leur passion et l'intérêt pour l'écosystème marin et pour l'environnement. Vous avez un bac S, vous avez fait une licence en bio. Alors vous allez nous raconter votre parcours et puis vous allez nous parler aussi du déclic. Je sais que vous êtes passionné de requins. Vous avez voyagé aussi en Afrique du Sud. Et voilà, racontez-nous. Bonjour à tous. Oui, donc comme Marie-Noël l'a expliqué, depuis tout petit en fait je suis baigné dans le monde marin, et en particulier marin-pêcheur. Donc toutes les thématiques liées à la pêche déjà m'intéressent. Voilà, avec les différentes crises qu'il y a pu y avoir dans ce secteur. J'ai été au courant dans les années 90, dans les 2008, et là récemment aussi avec le plan de sortie de casse des bateaux. Donc c'est aussi pour ça que je m'engage dans un métier de la mer. Et oui, aussi la deuxième partie, c'est avec mon grand-père et mon père, quand on pratiquait la pêche de plaisance, on s'interrogeait toujours à faire des bonnes parties de pêche, donc à s'intéresser au courant, au vent, au sens de la dérive, etc. Le jour aussi, les coefficients de marée. Enfin bref, on calculait tout avant de prévoir une sortie. Et cette interrogation en fait était permanente, et du coup c'est cette transmission qu'ils m'ont donné, et du coup forcément ça m'a donné envie de savoir plus, et est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui pouvaient intervenir, enfin bref. Et c'est pour ça que je suis parti dans une licence de biologie, et à la suite de mon parcours, je voulais candidater pour des masters, sauf que j'ai pas été accepté, et à la fin, du coup c'était en 2020. À la suite de ça, j'ai travaillé en intérim dans des structures à Lorient, notamment à Lieuthis, au port de pêche, pardon. Et j'ai du coup fait des ressources financières, et à la suite de ça, je suis parti un mois en Afrique du Sud pour recentrer en fait mon projet autour de la biologie, et j'ai participé à un projet de conservation des requins sur place.
Donc ma mission était de tailler des petits requins, des petites roussettes, et aussi faire un suivi des requins blancs. Sauf que quand je suis arrivé, il y a eu des orques, une famille d'orques de l'Antarctique qui est remontée au nord, en Afrique du Sud. Et en fait, cette famille chasse le requin, et à ce moment-là, il y a eu une attaque, et tous les requins avaient disparu de la zone en fuyant les prédateurs. Et là, du coup, c'était aussi une nouvelle interaction que je connaissais peu, des orques qui attaquaient les requins blancs, alors qu'on s'imagine que le requin blanc est le prédateur ultime des eaux, et finalement non. Donc c'était un peu un mythe qui s'est cassé à ce moment-là. Mais j'ai toujours une admiration pour cette espèce, et quand je l'ai vu en Afrique du Sud, une puissance incroyable dans l'eau, et sa capacité à être mobile alors que c'est un animal qui pèse plusieurs tonnes. Et c'était assez impressionnant ce moment-là. Et à la suite de mon retour, la suite de mon voyage en Afrique du Sud, je voulais trouver quelque chose en lien avec le travail associatif. Et justement, avec la mission locale de Lorient, on a travaillé sur un service civique. Et justement, c'est au Salon de ProMR 2020 que j'ai rencontré une personne qui était mon parrain aussi à ce moment-là à la mission locale. M'a dit oui, l'Observatoire du plancton, pour lui, je sais qu'il recrute souvent des jeunes en service civique, n'hésite pas à postuler et à faire valoir ton parcours, et peut-être que ProMR a été très utile à ce moment-là. Voilà, ProMR a été super utile, et du coup à la suite du salon, j'ai contacté directement l'association, et l'association était ravie qu'un jeune se propose volontairement pour intégrer un service civique. Et du coup, au temps de monter le contrat, j'ai commencé en 2022, début 2022, et ça a duré 9 mois. Et là, ma mission était de sensibiliser à l'environnement à travers une mission de pêche à pied loisir dans la petite mer de Gave. Et ce que je faisais pendant cette mission, c'était d'enquêter des pêcheurs à pied. Donc il y avait beaucoup de travail de terrain. Ensuite, il y avait de la saisie de données sur un site internet. Et voilà, c'est vraiment ça la plus grosse partie de mon service civique. Et j'ai aidé aussi l'association à faire de la médiation, notamment à Lorient Océan, qui a eu en 2022, début juillet de mémoire. J'ai fait aussi les journées du patrimoine du côté de Sarzeau, et le festival Saumon à Conscorff. Donc voilà, vraiment de la médiation et de la sensibilisation à l'environnement marin. Et aujourd'hui je suis, membre de l'association, et je les aide aussi de temps en temps. Récemment, j'ai fait une mission de sensibilisation auprès des enfants dans une école. Donc toute la journée, j'étais avec un animateur, et on a sensibilisé les jeunes élèves autour du plancton et des thématiques liées à la mer. Merci beaucoup pour ce témoignage, Corentin. On va passer à Marie. Alors Marie Bossard a 23 ans. Elle est diplômée d'un Master 2 en droit des activités maritimes. Elle vit en Bretagne. Elle est aujourd'hui chargée du développement chez Bretagne Pôle Naval depuis janvier. Vous êtes en CDI, donc bravo. Anne-Marie a fait le choix de vous recruter. Et vous allez nous raconter un petit peu ce parcours. Et vous aussi, vous m'avez dit que vous avez eu un déclic, un voyage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, justement de ce déclic? Et puis racontez-nous aussi le métier et les perspectives que vous voyez. Alors bonjour à tous. Donc oui, un déclic, mais j'ai toujours été baignée dans la mer, tout simplement parce que j'habite en Bretagne. Et je ne sais pas si vous êtes breton, mais vous savez très bien qu'il y a un petit peu la mer partout chez nous. Du coup, facilement, quand j'étais enfant, j'ai toujours été à la mer. Dès qu'on ne savait pas quoi faire, de toute façon, on allait à la mer. Donc j'ai toujours eu un peu ce pied marin, sans faire d'activité particulièrement liée à la mer. Et en fait, moi, j'ai toujours eu quelque chose qui me faisait rêver, c'était la marine nationale. Donc du coup, depuis que je suis petite, je dis waouh, c'est super les marins sur les bateaux, etc. Et je me suis toujours dit, preuve en est aujourd'hui que c'est pas vrai, je me suis toujours dit ah non, une femme dans l'armée et tout ça avec la mer, ça va pas être possible. Donc j'ai sorti cette idée de ma tête et au final, je me suis quand même lancée dans une préparation militaire marine quand j'étais en première. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai voulu continuer mes études et pas m'engager dans la marine. Et donc je suis partie dans une licence de droit, aucun rapport avec la mer, mais j'ai quand même gardé un petit pied parce que j'étais réserviste dans la marine nationale.
Donc j'avais toujours un orteil qui baignait dans la mer. Et finalement, du coup, pendant cette licence de droit, j'ai pu partir en mobilité Erasmus, en Laponie, finlandaise. Et donc là-bas, il y a des grosses problématiques. Comme vous le savez, il fait assez froid là-bas et c'est juste à côté de l'Arctique. Et donc du coup, ils sont vachement préoccupés par tout ce qui est la fonte des glaces et notamment l'ouverture de la route maritime du Nord. Donc c'est en fait, au lieu de passer, ceux qui ne connaissent pas, au lieu de faire le tour de l'Afrique ou de passer par le canal de Suez, l'objectif est de passer au nord de la Norvège, la Finlande, la Russie, etc. Créer une nouvelle route de commerce maritime. Et donc j'ai été intéressée par cette problématique et j'ai appris qu'il y avait du droit lié à la mer. Et là je me suis dit mais c'est incroyable, je fais une licence de droit, j'adore la mer. Voilà, donc j'ai postulé à Brest dans le master droit des activités maritimes où j'ai été acceptée et donc je viens d'être diplômée en septembre dernier. Donc j'ai fait un petit stage de 9 mois au Centre national de surveillance des pêches à Etel et je viens d'être donc embauchée chez Bretagne Pôle Naval, donc l'organisateur du salon. Et je vois que tous les acteurs sont réunis autour de la mer aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir à voir de tous partager cette passion ensemble. Merci Marie pour votre témoignage et votre parcours. Alors Claire Vie, alors Claire Vie, alors vous constaterez toutes que tous les intervenants en fait sont bretons, ont vécu en Bretagne, adorent la Bretagne, adorent la mer et c'est normal. Donc c'est un point commun quand même que j'ai noté. Je ne sais pas si Anne-Marie l'avait fait exprès, mais en tout cas moi j'ai bien constaté. Et, alors Claire Vie, vous avez 23 ans. Vous êtes officier et en 5e année à l'École nationale supérieure maritime qui a été présentée par son directeur François Lambert il y a quelques instants. Et donc vous allez nous parler effectivement de votre métier, parce que vous avez déjà embarqué évidemment. Et en tout cas, vous avez toujours eu l'envie de bouger. Vous m'avez dit de voyager, d'être loin de la routine. C'est bien, vous avez bien choisi parce que vous avez embarqué en plus à bord de porte-conteneurs de CMA-CGM. De beaux embarquements, vous avez été très très loin, Hong Kong, voilà, vous allez nous parler de tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez, comment est venu ce déclic, vous, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre métier et de votre futur métier? Donc bonjour à tous, donc, oui, moi c'est Claire Vie, 23 ans, maintenant officier de marine marchande. En 5e année à l'école, je sors d'une période de contrat de professionnalisation parce que donc, on a une partie à l'école, mais aussi une partie en naviguant. On a 12 mois à accumuler à bord en tant qu'élève pour valider le brevet d'officier de marine marchande. Donc je sors d'une période de contrat de professionnalisation de 10 mois, durant laquelle j'ai eu la chance d'effectuer un dernier mois en tant qu'officier officier de marine marchande, donc avec toutes les responsabilités qui vont avec. Donc ça y est, lancé dans le grand bain et retour à l'école pour une 5e année pour justement, comme disait Monsieur Lambert, accéder après aux postes les plus hauts des bateaux, donc commandant ou chef mécanicien, puisque c'est une formation polyvalente. Donc comme l'a introduit Marie-Noël, j'ai toujours voulu bouger et éviter la routine quotidienne au travail. D'abord, je m'orientais plus dans les avions, puis finalement, beaucoup lié à la mer, par la plaisance, pratique de la voile depuis toujours avec mon papa, entre autres. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la marine marchande. J'ai été voir l'école qui se présentait déjà dans différents salons étudiants, comme on en voit partout. J'ai profité d'aller faire les portes ouvertes au Havre, puis à Marseille, parce que du coup les 3 premières années se font à Marseille, et donc en venant de Bretagne, Marseille c'est un peu loin, donc faire les portes ouvertes pour découvrir un premier pas, c'est top. Et donc, quand je suis rentrée, moi c'était sur concours, j'ai pas eu le concours en sortant de terminale, j'ai fait un an de prépa maths sup à Brest, et j'ai repassé le concours, bon là c'est passé du coup, et j'enchaîne les années à l'école. Diplômée, si tout va bien, en décembre 2023, fin d'année. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Voilà. Bravo pour votre parcours. Alors, on continue notre tour de table. Et je vais donner la parole à Violette Écobichon,
Donc, Violette a 32 ans, elle est cofondatrice de la société White Sails, donc elle va vous en parler dans quelques instants, toujours aussi, comme je vous disais, bretonne d'origine. Pourtant, vous avez grandi à Marseille, hein. Mais vous avez toujours fait du bateau. Alors c'est le point commun aussi, hein, beaucoup de bateaux, beaucoup de plaisance, l'amour de la mer, mais sur l'eau aussi, voilà, donc dans vos parcours. Vous avez fait des études à Rennes, vous avez une licence de droit, voilà. Puis vous avez décidé de partir en Irlande, là aussi, voyage, pendant 6 mois. Et c'est durant ces 6 mois que vous avez réfléchi à votre avenir. Alors, et c'est justement la pratique de la voile en régate aussi, hein, qui vous fait cheminer et prendre conscience de ce que vous avez vraiment envie de faire autour de la mer, et de faire la mer, en fait, en faire aussi un métier. Donc, est-ce que vous pouvez développer voilà, le parcours à partir de l'Irlande, je dirais. Bonjour à tous. Donc je suis arrivée en Irlande après m'être dit que le droit c'était pas pour moi. Même si ça m'a apporté beaucoup de choses, mais voilà, c'était dur et je savais que je voulais pas aller vers ça, mais je savais pas trop vers quoi je voulais m'orienter. Donc comme j'avais 6 mois de libre avant d'éventuellement faire un master, je me suis dit que j'allais voyager parce que j'avais pas eu la chance de faire Erasmus. Donc j'ai choisi de partir en Irlande. Et donc là-bas, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du woofing, j'ai travaillé. Et au fil de rencontres, je me suis retrouvée à faire des régates le jeudi soir. Donc c'est des régates à l'anglaise, en club. Donc on est 10 sur un bateau de 9 mètres. Donc c'est assez rigolo. Et j'avais pas fait de bateau depuis un moment, même si toute mon enfance, j'ai fait plein de croisières en Méditerranée, en Bretagne. Mes parents ont aussi construit leur propre bateau auquel j'ai un peu participé et réalisé qu'en fait j'avais beau partir loin pour un peu me prendre du recul, je me retrouvais quand même à être liée à la mer en naviguant, en aidant aussi mon voisin à réparer son bateau norvégien. Voilà, donc l'évidence m'est un peu apparue comme ça et j'adorais ma vie en Irlande. J'habitais près de la mer, je régatais, je travaillais sur des bateaux et comme je savais que j'avais pas vraiment d'avenir professionnel là-bas, je me suis dit que j'allais revenir en Bretagne, j'allais trouver une formation dans la mer. Je ne savais pas quoi exactement, mais mon but c'était de vivre près de la mer et de pouvoir naviguer facilement. Pas forcément vivre de ma passion, mais au moins d'y avoir accès facilement. Et quand je suis revenue à Lorient, j'ai trouvé une licence pro, la licence pro nautisme et métier de la plaisance, qui est dispensée à l'UBS. C'est 1 année de formation. C'est une formation qui est assez générale. Moi, elle m'a surtout donné une culture générale dans le nautisme. Et je savais qu'avec mon bagage en droit et avec ça, je pouvais trouver du boulot assez facilement. Et mon objectif, c'était de monter des projets dans la voile. Et finalement, c'est dans cette licence que j'ai rencontré mon futur associé, qui s'appelle Rodolphe. Donc on s'est rencontrés là, on a fait beaucoup de bateaux, et lui en fait, il venait avec l'objectif de monter une entreprise dans le nautisme, et particulièrement de lavage de voiles de bateaux, parce que c'est ce qu'il faisait en Angleterre avant. Voilà. Et la licence embauche, on s'est dit... lui, il commençait à être sur le projet, moi j'étais un peu hésitant parce que j'avais été agent port pendant 2 mois l'été et puis un peu pendant mon stage au port de Nantes. Et ça me plaisait pas mal. Donc j'avais la marina du château à Brest offrait un poste en CDI d'agent de port auquel j'avais postulé et pour lequel j'étais prise. Et finalement j'ai dû faire un choix entre Rodolphe qui proposait plus ou moins avec son associé et le CDI à Brest. Et comme j'avais 24 ans à l'époque, je me disais, j'avais pas d'enfant, j'avais rien qui me pesait vraiment sur les épaules et qui pesait dans mes décisions, et je me suis dit que j'avais vraiment rien à perdre. Au pire, je perds quelques mois, mais j'apprends toujours quelque chose. Donc j'ai décidé de monter la boîte avec Rodolphe. Donc c'était à l'automne 2015. On a monté la boîte en 3 mois et en janvier 2016, on lavait nos premières voiles chez White Sails. Bravo. Et une petite explication sur White Sails aussi, qu'est-ce que vous apportez comme service aujourd'hui, et puis quelques chiffres aussi pour illustrer ce succès. Donc White Sails, ça fait 7 ans. On est actuellement 7 dans la boîte.
On a démarré à 2 avec Rodolphe, où on faisait absolument tout. Et là, en grossissant, du coup, on a pu embaucher des nouvelles personnes et déléguer du travail. Donc on fait du nettoyage de voiles de bateaux et d'accessoires nautiques. Et on s'est aussi diversifié dans l'événementiel et on entretient des tentes de réception haut de gamme et autres structures événementielles un peu plus rigolotes. On est les seuls à faire ça en France, à notre échelle. Donc le nautisme, c'est 50% de notre chiffre d'affaires maintenant. L'idée, c'était on savait qu'il y avait beaucoup de boulot l'hiver sur la voile et on voulait un peu combler le reste de l'année. Et finalement, l'événementiel, c'est aussi l'hiver. Donc on a une grosse activité l'hiver et qui finalement s'étale un peu toute l'année. Si je peux dire d'autres, si vous avez des chiffres sur on est basé à Annebon et on travaille dans toute la France. Voilà. Et on vient du coup compléter le service d'hivernage des voiles auprès des voileries. On travaille beaucoup avec les professionnels, 95% de professionnels et 5% de particuliers chez White Sail. Très bien, bravo, parce que une entreprise en pleine croissance, donc c'est à saluer. Et donc, nous allons, effectivement, je vais donner la parole à Laura Troudet. Laura Troudet a 35 ans. Elle est cofondatrice de Scrapik. Elle est originaire de Lorient. Elle a grandi au bord de la mer. Elle a pratiqué la voile. Alors, elle a fait des études à Rennes. Elle a fait d'abord une prépa en biochimie. Puis ensuite, elle est allée dans une école d'ingénieur eau et environnement à Strasbourg. Alors, Strasbourg, c'est quand même très loin de la mer. Ça a tellement manqué, ça lui a même pesé qu'elle est revenue étudier à Caen. Elle s'est rapprochée. Et donc, là, vous avez fait des études en océanographie côtière de 2009 à 2012. Voilà. Puis vous avez fait un service civique à l'Institut polaire où pendant 3 ans, vous voyagez dans les terres australes françaises. Alors, vous êtes aussi monitrice de voile, vous pratiquez plein de sports nautiques en tout cas, au Glénan notamment. Et puis vous avez décroché votre premier contrat à l'INRAE. Donc est-ce que là vous pouvez justement nous raconter votre parcours et puis jusqu'à nous raconter ce qu'est Scrapik. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Merci Marie-Noël pour cette présentation. Donc oui, en effet, j'ai grandi ici et je suis une amoureuse de la mer depuis mon enfance. Et j'ai fait plutôt de la voile en compétition à Kerguelen, donc je pense que ça doit parler aux Lorientais toute ma jeunesse. Et oui, je suis partie loin et j'ai fait un diplôme d'ingénieur classique en eau et donc j'ai décidé de revenir sur le milieu maritime. Et donc ma première expérience professionnelle, je vais rectifier ce que tu viens de dire, parce que ce n'était pas à l'INRAE, c'était au Chaume. Donc j'ai été océanographe côtier au Chaume pendant 3 ans. Et après, j'ai eu envie d'aller faire plutôt du terrain, de me confronter à la mer, pas que derrière l'ordinateur, parce que le métier d'océanographe, c'est aussi beaucoup de calcul numérique aujourd'hui. Et donc je suis partie 3 ans dans les TAF et ça a un peu éveillé mon attrait de me dire que j'aime être sur l'eau. J'aime être au plus près de la nature, mais je suis revenue faire mon métier d'origine à l'INRAE et aussi à l'IFREMER. Et en parallèle, j'essayais de me dire, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Tu as envie d'être plus sur l'eau, plus en contact avec le milieu maritime. Et puis j'ai fait des rencontres, parce que du coup dans le milieu professionnel, on fait des rencontres et le réseau c'est très important. Donc pour les jeunes personnes, je pense que c'est un conseil que je peux vous donner, parce qu'on est aussi là pour donner des conseils. Exactement. C'est que le réseau c'est très important et qu'on n'est pas cantonné à sa première expérience professionnelle, on peut aussi se reconvertir. Et donc là je viens vous parler moi de ma reconversion aujourd'hui, parce que du coup je me reconvertis en tant que marin professionnel à la voile. Et je suis cofondatrice du projet Scrapik. Et on imagine une société coopérative armatrice de voiliers de travail pour les activités de pêche et de sciences à la voile. Et donc nous sommes en train d'expérimenter ce nouveau métier et on souhaiterait former les marins à la voile de demain si ce métier est économiquement viable. Et donc nous avons fait une étude de faisabilité technique, économique et juridique qui a été accompagnée et soutenue par des financements publics que sont le FEAMP pour la pêche, le Fonds européen pour la pêche avec l'Europe et la région Bretagne, et aussi France Active Bretagne. Parce que c'est des secteurs qui ont été évoqués tout à l'heure, le secteur maritime est aussi très innovant, et aujourd'hui on essaye d'innover, de proposer des nouveaux métiers,
des nouvelles activités, de créer des nouvelles entreprises comme a présenté Violette. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein d'écoles qui proposent des métiers, mais qui vont aussi évoluer dans le temps. Et donc on peut aussi imaginer les nouveaux métiers de demain en prenant en compte tous les impacts environnementaux, les impacts de qualité de vie aussi, du temps d'embarquement, d'essayer de voir de la polyvalence sur les métiers. Et c'est ça qu'on essaye de proposer au travers de Scravik. Et nous montons du coup une société coopérative d'intérêt collectif. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est des projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et on travaille à repenser la gouvernance de la structure pour essayer d'intégrer tous les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est vous, c'est-à-dire ceux qui vont manger le poisson de demain, pêcher à la voile, mais aussi les scientifiques, les instituts de recherche, d'être sociétaires de cette société coopérative et d'essayer de proposer un autre moyen de repenser l'activité professionnelle et puis le lien entre les gens de mer et les gens qui sont à terre. Voilà. Bien, merci beaucoup. Très beau parcours. Très beau parcours. Alors, vous allez garder la parole et on va passer à la partie justement des conseils que vous en avez donnés, mais que chacun, effectivement, s'adresse à toutes les personnes qui nous écoutent pour adresser un conseil d'orientation, conseil dans la vie professionnelle. Vous avez parlé de réseau, ça, je confirme qu'effectivement, quel que soit, je dirais, le moment où on est dans sa carrière, qu'on soit débutant ou en milieu de parcours, ou même à la fin, le réseau, c'est extrêmement important. Il faut le travailler. Ça veut dire aussi, concrètement, si vous quittez une entreprise, il faut la quitter dans les meilleures conditions possibles, parce que si vous restez, en l'occurrence dans le maritime, c'est une grande famille, mais en même temps c'est une petite famille, donc tout se partage. Donc c'est vraiment important de travailler le réseau. Donc est-ce que chacun effectivement peut livrer effectivement à la salle un conseil ou un message, un appel Je crois qu'il y en a qui recrutent aussi. Déjà de donner mon premier conseil, le réseau. Le réseau c'est important, mais ce qu'il fait aujourd'hui c'est que mon parcours professionnel, parce que j'ai quand même 10 ans d'expérience professionnelle en tant qu'océanographe à la fois dans les instituts et sur le terrain, mais ça donne aussi de la légitimité et c'est important d'avoir quand on part travailler dans une entreprise, de garder un bon contact même si on part, d'être honnête sur pourquoi on part, parce qu'on est venu rechercher une expérience professionnelle. On n'est pas obligé de rester à vie dans une entreprise, mais ça n'empêche qu'on peut avoir des interactions avec ces entreprises par le futur, donc c'est important de garder du lien et donc de se rendre compte qu'on peut, quand on grandit, proposer des choses et revenir dans les entreprises. Et aussi, mon autre conseil, mais ça c'est plus personnel, je pense qu'il faut aussi suivre ses envies. Donc si vous avez des attraits pour le milieu maritime, il ne faut pas hésiter à se lancer. Et comme je le disais, c'est au cours de ces expériences professionnelles, ça éveille de nouvelles envies. Et c'est pas parce que vous vous lancez dans un métier que vous ne pouvez pas le faire évoluer, que dans 10 ans, vous ne pouvez pas vous dire « Ah mais j'aimerais rajouter ça, cette compétence-là à mon parcours professionnel ». Voilà. Très bien, merci. Violette, un conseil? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça fait aussi écho un peu à mon parcours. En fait, j'ai réalisé que réellement rien n'est figé. Moi, j'ai commencé en droit et je suis née dans le nautisme, chef d'entreprise. Rien n'était écrit clairement. Donc, il faut se faire confiance. Il faut vraiment écouter ses envies et se dire qu'il y aura toujours une solution, une formation, une embauche qui sera là et qui vous permettra de faire ce que vous avez vraiment envie. Ensuite, on avait évoqué d'autres conseils. Alors, c'est plus par rapport aux embauches, mais c'est pareil pour les formations. Disons que si vous inspirez confiance et l'honnêteté, que vous êtes dégourdi et en fait tout vous réussira. Nous, ce qu'on cherche vraiment chez YTL, c'est plus un savoir-être et un savoir-faire, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de formation pour venir travailler chez nous, du moins dans l'atelier. C'est nous qui formons sur place. Donc ce qu'on recherche, c'est plus des qualités humaines que des compétences techniques en particulier. Très important. Kervi, vous avez aussi passé le concours. François, effectivement, me souligne qu'aujourd'hui, ce n'est plus sur concours qu'on peut rentrer à l'ENSM. Voilà, puisqu'on peut passer par Parcoursup. Très important de le savoir. On passe par Parcoursup. Voilà. Kervi, un conseil? Alors oui, du coup, exactement, maintenant c'est juste Parcoursup pour entrer, donc Parcoursup c'est une méthode comme tout le monde connaît, je pense, maintenant. Moi, 2 conseils par rapport à mon expérience personnelle, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer.
Contrairement à une grande majorité de mes collègues de promo, je suis la première de ma famille, de mon entourage à me lancer dans le milieu. J'ai été, en plus de ça en étant une femme, j'ai été suivie par ma petite sœur à qui j'ai sûrement inspiré une orientation, on va dire, donc qui est en ce moment à l'école aussi, qui suit le même parcours, la même formation et du coup qui aspire au même métier. Et d'autant plus du coup, je vais insister sur le fait qu'en tant que femme, ça se développe, ça se fait très bien. Oui, on arrive à bord d'un navire avec 32 membres d'équipage, une fille, 31 hommes. Mais voilà, faut pas avoir peur, faut pas se laisser marcher dessus et puis ils vont accepter et ils auront pas le choix que de faire avec. Donc surtout, faut surtout pas hésiter et faut pas que ça devienne un frein parce que on a de plus en plus que moi dans ma promo on est 22 filles, il me semble qu'il y en a de plus en plus dans les promos en dessous. Donc voilà, ça se développe. La parité, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, faut surtout pas hésiter parce que c'est un métier génial, c'est un métier passion. Voilà, je peux que conseiller, c'est de venir faire au moins découvrir et s'intéresser en venant aux portes ouvertes si jamais vous avez un doute et tout ça, parce que ça aide beaucoup de venir rencontrer les élèves à l'école, les professeurs qui seront pour conseil et les salons. Enfin voilà, vous avez du monde à rencontrer pour poser toutes les questions que vous avez, donc n'hésitez pas. Merci Claire-Vie. Et puis effectivement, il faut préciser, parce que nous on voit les anciens de la marine marchande, les anciens marmars, qui sont aussi, je dirais, à la tête de fédérations, de clusters. Donc je parle en conséquence des causes, parce que le président du cluster maritime français a fait l'école de la marine marchande et a été pilote maritime, président de la fédération des pilotes maritimes, avant de devenir le président du cluster maritime. Donc on voit bien qu'il y a des vraies possibilités aussi de reconversion tout au long d'un parcours, alors quand on a commencé dans la marine marchande. Voilà, Marie, vous voulez rajouter quelque chose? Je veux juste dire que oui, même après la reconversion avec le métier qu'on a et les diplômes et tout ce qu'on développe même à bord comme capacité de responsabilité, d'encadrement et tout ça, la reconversion se fait très bien à terre parce que du coup, ça reste un rythme de vie. Donc si jamais ras-le-bol de partir ou contrainte familiale ou quoi que ce soit qui arrivera sûrement un jour, la reconversion à terre se fait très très bien dans les entreprises parce que ce sont des profils quand même relativement bien recherchés pour toutes nos capacités qu'on a. Que ce soit dans les compagnies maritimes, dans les ports ou même dans les bureaux de classification, voilà, il y a vraiment après beaucoup de perspectives et d'ouverture. Ça reste même hors secteur maritime, voilà. Que ça reste dans le maritime ou pas du tout. Voilà, on reste un profil bien recherché et tout à fait débrouillard. Merci Claire-Vie. Marie, un conseil, un message? Oui, alors au risque de me répéter, comme les autres filles, pour moi, faut pas se créer d'obstacles. On peut toujours se créer quand on dit est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, on se dit mais je suis une femme, ça va être compliqué, je vais être embarquée tant de temps, ça va être compliqué. Juste essayer et si ça fonctionne pas, tant pis, vous changerez après. Mais essayez. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez au moins un petit attrait pour la mer. Le salon s'appelle Pro et Mer. Donc si vous êtes venu, si vous êtes rentré là, c'est que la mer signifie quelque chose pour vous. Et toutes les entreprises sont en bas à vous attendre. Elles vous ouvrent leurs portes. Il y a des offres d'emploi. Il y a tout ce qu'il faut pour vous créer un avenir dans la mer. Et juste foncez, n'hésitez pas et ne vous créez pas de fausses barrières parce que moi-même je m'en suis créé des fausses au début en me disant qu'une femme ça va être compliqué dans le maritime. Et je suis là, je suis encore jeune, j'ai encore mon chemin à faire, mais dans tous les cas, puis il y a une grande solidarité des gens de mer comme on rappelle souvent et c'est vrai que dès qu'on rencontre quelqu'un, on le connaît pas, il me dit oui je bosse dans le maritime, super moi aussi, ça se trouve il n'y a rien à voir, mais ça crée tout de suite une espèce de solidarité sous-jacente, c'est assez incroyable. Merci Marie. Bon, bravo Anne-Marie pour avoir recruté Marie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, Corentin. Ouais, alors moi, un conseil aussi que je donnerais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été donnés, des bons conseils, de persévérer aussi dans ce que vous faites. Moi, par exemple, pour l'anecdote aussi, j'ai passé le concours pour entrer à l'ENSM. Et je vais pas vous mentir, c'était compliqué le concours. Et j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Et c'était une expérience aussi. Moi, je me suis rendu compte que ça marchait pas.
Et c'est vrai que j'ai été poussé par mon père aussi à rentrer dans cette école. Et je lui dis, ah papa, je suis désolé, t'attends beaucoup de moi, je sais, mais là ça va pas être possible, quoi. Et il m'a dit, bon bah c'est pas grave, s'il y a la biologie aussi, j'avais déjà ma structure en fait aussi à la sortie du lycée de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Donc évidemment j'ai tenté l'école nationale supérieure. Et j'ai vu que ça marchait pas, mais j'avais mon plan B qui était la biologie, et au final j'ai fait le bon choix, et je regrette absolument pas d'avoir fait la biologie. Et ouais, du coup j'ai continué à persévérer dans ce que je voulais faire, et malgré aussi la fin de ma licence, donc j'ai quand même obtenu une licence, je voulais rentrer en master, ça ne s'est pas fait, et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire en fait. Et en fait on n'est pas préparé à ça à l'école, de préparer la suite, etc. Et c'est pour ça que le réseau, comme l'expliquait Laura, excuse-moi, c'est important, et la mission locale m'a donné ce réseau-là. Et voilà, moi je le construis aujourd'hui encore, et voilà, c'est grâce à ma persévérance que j'ai réussi à faire tout ça. Très bon, très bien, c'est très bien d'avoir souligné effectivement la persévérance. Savoir se laisser effectivement se créer des chances, savoir se créer des opportunités dans votre vie professionnelle, ça c'est très important aussi d'avoir cette envie d'avancer, cette motivation, il faut y aller, ça, on prend pas, comme vous dites, il n'y a pas souvent, on prend des petits risques, on y va, bon, à la limite si on se casse la figure, c'est pas grave, on rebondira, c'est pas la fin, et il faut aller de l'avant. Donc bravo à toutes et à tous, on va dire globalement, pour vos témoignages.